lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Chers amis, heureux de vous retrouver dans Le Plus d'éléments, cette émission qui vous permet chaque mois de découvrir le nouveau numéro de la revue pour la civilisation des idées, pour la civilisation européenne. Mais avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais élever un cri contre une comparaison que j'ai trouvée particulièrement scandaleuse, puisque j'ai entendu, notamment j'ai lu sur les réseaux sociaux, qu'on considérait que les députés macronistes étaient des Playmobil. Alors, connaissant bien les Playmobil, puisque j'ai quelques enfants et que je joue avec eux, avec ces merveilleux jouets allemands, eh bien non, les Playmobil sont bien supérieurs aux députés macronistes. Ils sont aimables, ils sont aventureux, ils sont souvent élégants. Ils portent des vêtements à autant de cow-boys que de chevaliers ou de corsaires. Donc, merci de ne pas comparer les députés macroniens au Playmobil. Alors je vais maintenant présenter évidemment le numéro 197 de la revue Éléments, un numéro très riche. Pour le présenter et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Esric. Bonjour Pascal, vous êtes directeur de la rédaction d'Éléments. Je me tourne ensuite vers ma droite. François Bousquet, bonjour, heureux de vous retrouver. Je vous présente, oui, mais vous êtes très connu, donc directeur de la Nouvelle Librairie, rédacteur en chef d'Éléments, essayiste. Et peut-être aussi footballeur. Oui, je l'ai été. Vous l'avez été et je sais que vous êtes un excellent footballeur. Et rugbyman. Un autre footballeur, en tout cas un autre passionné de football, disciple de Pelé et de Platini. Pas du tout. Non, de Maradona. De Maradona, pas pardon. Pelé. Christophe André Maxime. C'est exact. Christophe Lafosse, on peut dire aussi votre vrai nom, puisque vous prenez maintenant les deux noms. Oui, vous êtes cinéphile, vous êtes tennisman et vous êtes aussi rédacteur à Éléments. Tout est en partie vrai. Voilà, et nous allons voir de quoi vous allez nous parler, notamment de Jean Eustache, le cher Jean Eustache. Alors je me tourne d'abord vers François. François, wokisme et entreprise. A priori, pendant longtemps, le capitalisme était plutôt classé à droite. Enfin, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on disait le capitalisme, dans l'esprit d'un homme de gauche à l'ancienne, c'était la droite, la conservation. Et aujourd'hui, on l'a vu au moment de Black Lives Matter, les entreprises se jettent dans le wokisme, dans la lutte contre les discriminations, avec beaucoup de sincérité, j'imagine, cher François. Le capitalisme et le libéralisme, il y a un postulat initial de neutralité. Le mot pompeux, même, c'est une axiologie, c'est neutre. Politiquement, ça ne s'engage pas. Mais de fait, le capitalisme au XIXe siècle a été, en tout cas le paléocapitalisme, a été haussmannien, victorien, très moralisateur. Et ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas depuis quelques années, puisque la folie woke s'est emparée des entreprises du Nasdaq. Donc les principales cotations boursières aux États-Unis, en France et en Europe se sont mis au diapason de la cancel culture, du wokisme, de Black Lives Matter, ce qui nous conduit assez loin, puisqu'il faut donner des exemples pour voir à quel point c'est devenu la folie, s'est emparée de ce monde-là. Désormais, pour être coté au Nasdaq, il faut avoir dans son conseil d'administration au moins 2 membres des minorités visibles, soit sexuelles, soit raciales. Si vous voulez... Au choix, on peut choisir un homosexuel et un asiatique, par exemple, ou un arabe lesbien. Ouais, on peut aller. Il y a un sketch de Coluche là-dessus de Bedos, de Bedos, oui. Sur le père, sur un noir unijambiste, etc. Mais on en est là aujourd'hui. La dernière pub de Nike, qui s'appelle Nike, Cruising, donc la folie Nike, qui a été primée à Cannes. Il y a également pour les clips de publicité, il y a également de la récompense. Et à Cannes, ça a reçu le Titane d'or. Et surréaliste, c'est une bande son et une bande images d'unijambistes, de manchots, d'obèses, où tout le monde a le droit c'est totalement all inclusive, où tout le monde a le droit de participer de ce capitalisme-là. Alors le wokisme s'est emparé de ce monde-là, mais c'est peut-être pas. Le dossier se divise en 2 parties. Il y a une partie qui est consacrée à l'esprit du capitalisme, et je crois que le vrai sujet, c'est l'esprit du capitalisme. En tout cas, le nouvel esprit du capitalisme. On a intitulé le papier, c'est Esprit du capitalisme, es-tu là ? Parce que c'est presque du spiritisme aujourd'hui, le capitalisme. Grâce aux réseaux sociaux, grâce aux capteurs que nous portons à travers notre téléphone, et puis tous les
des appareils connectés dits intelligents, la domotique, etc. Nous sommes tracés, la CIA aujourd'hui est en mesure à peu près d'informatiser tout ce qui se dit dans le monde entier. Donc il est en train de s'émerger un capitalisme de surveillance et de connivence et de consentement. Donc notre dossier porte à la fois sur la connivence et le consentement, c'est-à-dire la publicité, comment la publicité fabrique du conformisme social. Aujourd'hui, c'est une fantastique fabrique de conformisme social. On a fait un entretien avec le gourou français de cet univers, qui est un entretien collector de Jacques Séguéla, ancien de Euro RSCG. Le S de Euro RSCG, c'est Séguéla. Donc aujourd'hui, c'est l'agent Savas. C'est l'homme qui a fait la campagne de François Mitterrand en 1980 avec La Force Tranquille, Le Clocher, qui était une campagne assez maréchaliste. Il a touché juste parce qu'il ne savait pas que Mitterrand avait eu la francisque. Mais il y a une continuité. Il l'a senti peut-être. Il l'a senti, voilà. Il l'a pressenti, il l'a deviné. En tout cas, il a dit voilà, la ruralité. Mais surtout, c'est le premier libéral libertaire. C'est le ravi de la crèche. Il est enchanté par la société qu'il a en partie façonnée, qui est une société du désir. C'est le premier libéral libertaire, ou un des premiers libéraux libertaires assumés, qui n'a pas sa Rolex à 50 ans. C'est un peu le Jerry Rubins français. On peut, c'est avec le côté moins hippie et moins contre-culturel. De fait, tous les personnages français sont des produits importés. De Jacques Séguéla à Jacques Attali, on est chez les Jacques, ce sont que des produits, c'est que des produits importés. On a l'équivalent états-unien dans le gourou, dans le futurologue, dans le publicitaire. Il y a une chose qui le gêne tout de même, c'est la vague MeToo. C'est que dans l'ensemble, c'est vraiment la vague pour lui. La vague MeToo est une agression contre son envie, contre le mal blanc aussi. Qu'il est lui-même. Mais simplement, il nous le dit dans l'entretien, comme le dit Pascal, c'est qu'il prend l'entretien sur 40 ans de publicité. La publicité, il y a 40 ans, il y avait une pub qui était très célèbre, il faut la rappeler, la nouvelle génération, mais l'ancienne la connaît, cette pub. C'était une pub qui avait été conçue par une agence, des créatifs, avec une femme en maillot de bain, donc le haut, en deux parties, le haut et le bas. Le 2 septembre, j'enlève le haut. Alors, le 2 septembre, de fait, il y a une nouvelle campagne d'affichage, 4 par 3, elle enlève le haut. Le 4 septembre, j'enlève le bas, et il y a une campagne d'affichage en 1981, 4 par 3, où elle enlève le bas, et on la voit de dos, avec ses fesses, nues, etc. Aujourd'hui, c'est ce que nous dit Attali, c'est absolument inconcevable. C'est les Jacques, je suis pas avec les Jacques, et j'en ai fini, simplement, c'est l'autre pub sur laquelle on s'arrête, c'est une pub pour les tampons Nana, qui a également été primée, parce qu'il y a eu 2 lauréats à Cannes cette année, donc Nike, je le redis, avec des unijambistes obèses, noirs, trans, qui est le modèle que Nike, qui sous-exploite des enfants partout dans le monde, en particulier dans les pays asiatiques. C'est le seul racisme autorisé, du reste. Alors, il faudrait savoir d'ailleurs s'il ne sont pas des unijambistes noirs trans qui exploitent les Asiatiques. Si, de fait, c'est ça. De fait, c'est ça. Et Nana, c'est fascinant, la pub de Nana qui a été primée, c'est également un clip. Ce n'est plus une pub, c'est un clip. Donc ça veut dire que c'est le manifeste de la marque. C'est le signal que la marque envoie à l'extérieur. C'est dominé, alors là, pas par le wokisme ni la cancel culture, c'est dominé par un néo, on ne sait plus comment l'appeler, néo-post-féminisme, où on voit, on ne sait plus trop si c'est des vulves, des valves, des vagins, à travers des crustacés. Partout, toutes les figures de style où il y a des lèvres qui apparaissent, c'est-à-dire une coupe de pamplemousse, une coupe d'orange. Une coupe de banane. Plus difficile, pourquoi pas? On pourrait. Non, mais on pourrait. À la limite, on pourrait. Pas, non, parce que pour eux, de toute façon, tout se vaut. Tout se vaut, tout est dans tout. Et c'est vraiment le girl power. Donc la marque, en effet, envoie un message, mais comme vous l'avez dit au tout début, c'est un message évidemment qui est par nature ambigu, qui est par nature hypocrite, puisque ce message, elle ne l'envoie pas le même message aux pays occidentaux et aux pays arabes. Le cas de Renault est un cas assez symptomatique. Renault milite pour le mouvement LGBT dans les pays occidentaux, dans les pays de l'OCDE, des États-Unis au Japon, en passant par la France. En revanche, dans les pays arabes, mais pas l'Indonésie, les pays musulmans, les pays musulmans. Dans tous les pays musulmans, dont les pays musulmans non arabes, on retire évidemment le logo. C'est le cas célèbre de Walt Disney. Je rappelle, Walt Disney, on est au cœur du truc. 50% des productions Walt Disney, désormais, doivent être LGBT.
C'est surréaliste. Sauf dans les pays musulmans. Sauf en Chine. Là pour le coup, sauf en Chine. Surtout en Chine. Pas simplement ou en Chine, mais on est au cœur du capitalisme. Je le redis fondamentalement, c'est politiquement c'est neutre. Et puis c'est aussi la double pensée parfois, c'est-à-dire que oui, exact, on est puritain avec les puritains pour leur vendre la marque puritaine. Parce que c'est pas l'objet du capitalisme. D'ailleurs, où les identités sont transformées en espèces de produits de consommation ou de marques. Oui, ça c'est aussi une des configurations. Alors ça c'est le papier consacré à l'esprit du capitalisme. Il y a désormais la race, l'identité en général est un marqueur marketing. Donc on a tendance à indigéniser les produits. Le McDo est la configuration parfaite de ça. Vous avez un McDo mexicain, vous avez un McDo asiatique, vous avez un McDo français, avec du pur bœuf français. Mais ça, c'est les logiques du capital. Il ne faut pas se laisser méprendre. Donc il faut attaquer le capital sur sa fin dernière. Sa fin dernière, c'est l'accumuler de l'argent. Donc accumuler de l'argent, tous les prétextes sont bons. En France, en faisant du wokisme. En Chine, en faisant du nationalisme chinois. Je voudrais compléter. Oui, Pascal. Depuis notre entretien avec Gérard Depardieu, nous avons interdiction de dire un papier dans Éléments. On dit j'ai écrit un article, mais pas de papier. Pourquoi de papier? Parce que les toilettes, c'est Depardieu il tenait. Depardieu il tient beaucoup. Voilà. Alors, et pour en finir, on a fait un entretien avec une journaliste du Figaro, de Guigné, Anne de Guigné, qui a fait un livre très intéressant sur la manière dont le wokisme est en train de dire le bien et le mal dans l'entreprise. Oui, parce que vous disiez, ça me permet de rebondir, vous disiez que le capitalisme ne se connaissait pas de morale, c'est vrai, mais il reprend à son compte aussi le wokisme, qui est un moralisme assez pesant. Oui, c'est un néo-puritanisme. C'est un néo-puritanisme. Là, il faudra interroger l'inconscient américain, parce que là encore, c'est un produit importé d'Amérique. On a beaucoup comparé le wokisme aux grandes vagues de réveils religieux, des grands réveils, qui étaient des grands réveils évangéliques, puritains, qui ont scandé l'histoire américaine religieuse au XVIIIe, au XIXe, au XXe, jusqu'au ricanisme. Et on a dit que le wokisme était un réveil de l'âme protestante sans Dieu. Et en tout cas, ça s'inscrit dans un imaginaire puritain, c'est indiscutable. Alors je me permets de renvoyer aussi à un autre entretien, puisqu'on parle de wokisme, on a parlé de capitalisme là, mais plus centré sur le wokisme, et notamment le wokisme à l'université française. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Pierre Jourde. Alors pour le dire un peu à nos auditeurs, ça n'a pas été facile, enfin si, ça a été très facile. D'ailleurs, parce que quand j'ai été étonné, Pierre Jourde est plutôt un homme de gauche, qui collabore au Nouvel Obs, notamment, au Nouvel Observateur, qui incarne une forme de gauche républicaine, et par un ami commun, je le contacte, il accepte tout de suite de parler à Éléments, mais en découvrant ses réponses, je m'aperçois que Pierre Jourde ne connaissait pas Éléments. En tout cas, ne connaissait pas exactement ce que nous pensions, puisque je m'aperçois qu'il pensait qu'Éléments était l'équivalent de, je ne sais pas, d'un mouvement presque raciste, à la limite du national-socialisme. Alors j'ai dit d'ailleurs à Pierre Jourde, vous avez été d'autant plus courageux de donner un entretien à ce que vous pensez, alors que vous pensiez que nous étions une revue raciste, ce qui n'est pas du tout même si le terme racisme est polysémique et ambigu maintenant, ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc j'ai réussi à lui faire corriger un petit détail, et je pense que l'entretien mérite d'être lu, même si on n'est pas forcément d'accord d'ailleurs avec toutes les thèses de Pierre Jourde, parce qu'à mon goût, je pense qu'il est un peu trop partisan d'un universalisme républicain abstrait, mais c'est quand même l'occasion aussi de rendre hommage, d'abord au courage de Pierre Jourde, et puis quand même dans cet entretien à l'éloge qu'il fait de la littérature, parce que je pense que face au wokisme, le wokisme qui est une pensée unique, unilatérale, monolithique, eh bien la littérature permet justement de redécouvrir les vertus de l'ambiguïté, du flou et de la nuance. Ouais. Voilà, qui est d'ailleurs une des grandes thèses aussi d'Alain Finkielkraut. Il y a un autre type de gauche, là pour le coup, un abruti mais majuscule, mais vous ne l'avez pas rencontré, mais vous l'avez, on renverse les rôles, c'est moi qui vous interroge. Je pense à Couturier. Alors parlez-vous de Couturier. Déjà Couturier, moi depuis... Il vient de la gauche aussi. Il vient de la gauche libérale, du maoïsme, néoconservatrice. Pour tout vous dire, pendant longtemps, Brice Couturier était avant tout un homme ennuyeux, l'une de ces petites crapules médiatiques qui dans les médias, au fond, comme un robinet, déverse la pensée correcte, ou ce qu'on appelait la pensée unique, bien que de temps en temps il disait un petit zut face à la modernité, puisque c'est un vieux monsieur, je crois qu'il a presque... Flûte et prout. Ouais. Je crois que Brice Couturier doit avoir bien 77 ans aujourd'hui, si mes calculs sont beaux. C'est un homme qui doit être né à la fin des années 30 ou à la fin des années 40, peu importe d'ailleurs. Parfois il est très fatigué, donc on ne sait pas, on lui donne même 90 ans parfois. Et Brice Couturier, de plus en plus, on a vu la radicalisation de cet homme. Avant, les centristes de sa race, de son espèce, étaient des gens
très ennuyeux, qui nous vantait les vertus d'une politique d'austérité, de la modération, etc., etc. Et de plus en plus, en observant Brice Couturier dans les réseaux sociaux, j'ai vu cet homme vraiment dériver vers une forme de folie, paranoïaque. Lui, et c'était d'ailleurs c'est un peu le sujet de mon article, qui est un opposant au complotisme au moment de la fameuse affaire du stade de France, où toute la Seine-Saint-Denis est venue dépouiller les supporters anglais. D'ailleurs, on ne sait plus si c'est les supporters anglais qui ont dépouillé les supporters anglais, pour parler comme Darmanin, ou les supporters anglais qui ont dépouillé les supporters anglais. Et alors, Brice Couturier s'est exclamé, oui, il faut voir quand même peut-être la main de la Russie dans ces violences. Et alors, à plusieurs reprises, j'ai pu remarquer que dès qu'il y avait quelque chose qui sortait un peu de la ligne macronienne ou du récit macronien, Brice Couturier en appelait au complot russe. Donc cet homme est devenu complotiste. Et pour dire à quel point c'est un lèche-pied et un suce-pied, sauf erreur, il a fait en 2017 un livre Macron philosophe, ou Macron et la philosophie. Macron le président philosophe. Le président philosophe. Macron le président philosophe. Le courtisan dans sa splendeur. Voilà, et on peut voir d'ailleurs une émission qu'on trouve sur Internet où on voit Brice Couturier deviser avec un des biographes d'ailleurs de Paul Ricoeur, le père, vous savez, de l'homosexuel qui s'est suicidé à la maison d'Emmanuel Mounier. Et donc ces hommes étaient en adoration presque, on doit le dire, presque érotique devant Macron, qui citait Paul Ricoeur, qui citait... oh là là, il cite Paul Ricoeur, c'est formidable, et assez mal d'ailleurs, paraît-il. Mais bon, malheureusement, Ricoeur cite aussi Macron, mais enfin, c'est un autre problème. Mais Ricoeur, vous savez, citait aussi avec éloge Alain Juppé. Hein, et le maréchal Pétain, c'est un destin d'ailleurs, il faudra faire un jour une émission sur les personnalistes chrétiens, notamment la France de gauche du personnalisme chrétien. Ça reste un bon Ce philosophe. sont des gens qui ont commencé avec Proudhon et Péguy, et qui finissent avec Michel Rocard et Emmanuel Macron. C'est assez déprimant. C'est assez effrayant. Alors nous avons parlé du fils de Paul Ricoeur. Nous allons maintenant, puisque c'est le mot putain qui m'y fait penser, nous allons maintenant passer à Jean Eustache, parce que nous avons le plaisir, et Dieu sait si, mon cher Christophe, c'est un film qui a compté dans notre jeunesse, vient d'être réédité, enfin dans une version testorée qu'on peut voir au cinéma, ce grand film, La maman et la putain de Jean Eustache. Pourquoi est-ce un film aussi important ? De Jean Eustache, Saint Jean Eustache, Saint Eustache de Paris, qui avait des petites lunettes un peu comme vous d'ailleurs. Changé de lunettes. Très charmant, voilà. Il faisait un peu post-hippie, mais comme Léo dans le film. La maman et la putain, alors La maman et la putain fête ses 50 ans, en fait, c'est les 50 ans de la sortie. Alors on dit film culte, qui est un terme un peu vulgaire et désagréable, mais de fait c'est un film qui correspond à un mythe. Il a été fait en 72, il est sorti, on revient au Festival de Cannes en 73, où il avait fait scandale au Festival de Cannes. Alors c'est un très grand film, très beau, très poétique en noir et blanc, et qui déroule littéralement 3h40 ou 3h50 d'une grâce brutale et un peu désuète. Donc en 73 au Festival de Cannes, il a eu le grand prix, je crois, du jury, et il a été à la fois acclamé et hué. La présidente du jury, qui était l'actrice Ingrid Bergman, avait donné le verdict dégoûté du bout des lèvres, et il y avait la clique des commentateurs et des critiques de cinéma, dont l'ancien directeur, son nom m'échappe, Gilles Jacob, qui avait été ordurier avec Eustache en disant c'est un film de merde, amateurisme, etc. Voilà. Alors il y a beaucoup d'idées reçues sur ce film. Il tient sur ce personnage Léo, qui est lui-même Léo, qui est littéralement cet enfant qui surgit pour sauver le cinéma français, avec Truffaut dans Les 400 coups. Et donc cette apparition de Léo dans le film, on bascule presque de la fiction à la science-fiction. Quand Léo parle, il dit bonjour, c'est de la science-fiction quasiment. Notons aussi, cher Christophe, que ce film, à le revoir aujourd'hui, s'il paraissait, il serait considéré comme un film de droite. Alors on peut dire oui, à certains égards. Et le woke le pejorait, parce qu'il y a dans le film, même s'il ne faut pas le réduire à un manifeste de film de droite, ça n'a pas de sens, mais il y a dans ce film des mots, notamment sur l'avortement, qui ne passent plus du tout aujourd'hui. C'est un film... il y a des blagues sur les SS, des clichés. Des provocations qui ne passeraient plus aujourd'hui. Il ne faut pas sombrer dans le cliché, c'est un beau film réactionnaire. La critique s'est souvent trompée. Déjà, c'est pas un film de nouvelle vague, en fait. C'est un film d'une facture extrêmement classique, avec un rythme
qui paraît dingue, hein, c'est moins de 4 heures, où effectivement il y a ce rythme avec ces contrastes, ces ruptures de ton, où il n'y a jamais aucun ennui, hein, même il y a des grandes plages de contemplation superbe, de musique, Jean-Pierre Léaud bouleversant chante frêle à un moment donné, et d'autres choses, en compagnie de merveilleuse Brigitte Lafont et autres. Bernadette Lafont, pardon. Pardon, j'ai dit, oui, lapsus, Bernadette Lafont, qui sont morts toutes les deux d'ailleurs. C'est un film où on a l'impression qu'il y a une espèce de propos libre, d'énergie, sur la libération sexuelle, un peu révolutionnaire, un peu rentre-dedans, un peu graveleux. Pas du tout, c'est un film presque janséniste en fait. Il y a quelques crudités, mais légères. La sexualité est à peine évoquée, donc c'est un film qui n'est pas du tout féministe. C'est un film qui a une langue sublime et classique, et qui est un grand appel de nostalgie, puisque ce sont littéralement des visages, des figures et une anthropologie d'un Paris disparu. De fait, le grand personnage du film, en dehors de cette langue superbe, c'est le Paris de 1970. Et cette émotion viscérale, cette population à la fois dans la variété, l'homogénéité, cette langue superbe, et puis cette drôlerie. Effectivement, il y a des petits clins d'œil où on n'est pas du tout dans ce qu'on peut appeler la gauche culturelle. Effectivement, il y a le personnage dans le film de chevelu, ils ont tous l'air de sortir de Woodstock avec des foulards, qui est en fait le personnage de Jacques Schul, qui était très copain avec Eustache, qui effectivement il y a un livre sur l'USS avec une drôlerie dans le langage. Quand il tape à la porte, effectivement, c'est l'Algérie française. Donc c'est des petits clins d'œil, etc. Il y a une diatribe très drôle sur Jean-Paul Sartre, qui le traite ivrogne, pardon, dans le café. Donc c'est un bijou absolument d'une très grande émotion, d'une très grande nostalgie. Si Jean-Paul Sartre crie l'Orient est rouge, c'est parce que c'est la couleur du vin. Voilà, c'est ça absolument. Jean Eustache, qui est un personnage tragique et qui se suicide un peu de temps après avec un coup de fusil dans le cœur. Il met à la porte, frappez fort comme pour réveiller un mort. Donc c'est un personnage très désespéré et très élégant, et toute sa vie, et ce film le montre, c'est un appel désespéré de l'amour en fait, et de la rédemption. Un film aussi où il y a une dimension un peu chrétienne. Voilà. Dieu est amour. C'est ce qu'on lit dans les évangiles. Cher Pascal, là je ne parlerai pas des évangiles, mais je parlerai et vous allez parler, du merveilleux premier hors-série de la revue Éléments. Je le montre à la caméra. Sagesse païenne, la renaissance des dieux face à la crise des valeurs. Les dieux païens sont souvent amoureux. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce hors-série ? Il y a des textes inédits, il y a des textes qu'on réédite, et je vous laisse la parole pour en parler. Ce ne sont pas des textes inédits. Hein. En réalité, on a voulu mettre à l'honneur 50 ans de réflexion sur le thème du paganisme. Et donc, tous ces textes sont déjà parus, mais totalement indisponibles. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver le numéro 2 ou 3 d'éléments. Et on a voulu les réunir comme une sorte d'anthologie d'anthologie pratique, agréable à lire, et qui permet finalement de voir à la fois l'évolution et un panorama de tous les auteurs qui ont pu écrire sur ce thème-là dans Éléments. Donc il y a bien sûr les premiers thèmes d'Alain de Benoît sur la libération païenne, mais il y a aussi les textes de Pierre Vial sur le paganisme populaire, le fabuleux entretien qu'il a pu avoir avec Henri Vincenot. Et donc voilà, il y a tout un panel avec des paganismes vraiment différents les uns des autres, c'est-à-dire à la fois un paganisme intellectuel avec Alain de Benoît, mais aussi un paganisme plus presque populaire pour Pierre Vial et Jean Mabire, mais aussi pour Christopher Gérard, qui est plus littéraire, philosophique. Et donc c'est ce hors-série, nous l'avons fait pour qu'on puisse nous juger sur pièce. C'est-à-dire que, enfin, les gens vont pouvoir parler de ce qu'ils ont vraiment, de ne plus fantasmer sur le paganisme d'éléments, mais de pouvoir juger sur pièce. Et donc, eh bien, il est vrai qu'on a choisi en couverture cette photo de Nikolai Andegor, qui est un photographe très talentueux, un photographe russe qui a passé un an dans les allées du Louvre,
à faire ce travail d'actualisation, d'actualisation, c'est peut-être un terme qui n'est pas très joli, mais en tout cas essayer de rendre vivant les statues, le département des statues gréco-romaines du Louvre. En faisant poser donc de charmantes jeunes filles. Exactement. Et donc là, c'est le secret à Vénus. Et donc, c'était un petit peu pour nous une façon de placer ce numéro sous le thème du secret païen qui est comme ça, traverse le temps, les siècles et les millénaires. Écoutez, merci. Jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me le redonner, je vais le remontrer, et peut-être que ça s'inscrira à l'écran. Le numéro hors série numéro 1, donc il y en aura d'autres, des hors série. Il y en aura deux par an. Voilà, deux par an. Donc Saja Spayan avec cette jeune russe. Alors, je garderai le secret, évidemment. Non, c'est pas une le photographe est russe, mais la mannequin. Le mannequin est parisienne. Et parisienne, très bien. Bon, écoutez, on va regarder ça. Moi, je n'ai que 51 secondes, mais j'ai aussi fait dans ce numéro d'éléments un entretien avec l'extraordinaire, le merveilleux, je vais vite, Yves Le Pesqueur pour ce livre « Pourquoi les lipanaises sont séduisantes ?» Il ne faut pas s'arrêter à ce titre qui peuvent paraître légers. C'est une merveilleuse réflexion sur l'Orient, sur l'islam, sur les pathologies identitaires, sur l'identitaire comme pathologie de l'identité, à retrouver aussi dans le dernier numéro d'éléments. Je tiens beaucoup à ce livre que vous pouvez acheter à la Nouvelle Librairie. Merci. Merci et au mois prochain. Non, dans 2 mois, pour le nouveau numéro d'éléments qui, je garde le secret, sera consacré à d'autres sujets passionnants. Merci à vous, vive les Playmobil, à bas les députés macronistes.